Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et place ce matin au temps fort de la dernière session parlementaire. Retour aujourd'hui au bilan de l'application de la loi agriculture et alimentation, la loi Egalim, que les sénateurs ont effectué début juin en rassemblant de nombreux acteurs du secteur. Et le bilan a d'ailleurs été plus que mitigé. Deux aspects du texte ont été mis sous le feu des projecteurs. L'augmentation à 10% du seuil de revente à perte a été critiquée, tout comme le manque de transparence des négociations des prix d'achat aux producteurs. Notamment, la Confédération paysanne a jugé que le mécanisme de formation des prix n'était pas à la hauteur des enjeux. On n'y croit pas du tout au ruissellement et il ne me semble pas que c'était l'enjeu de cette loi, a d'ailleurs déclaré Nicolas Giraud, le secrétaire général de la Confédération. Pour les sénateurs, les premiers retours du terrain démontrent que la hausse des prix sur les produits de grandes marques payés par les consommateurs ne bénéficie pas pour l'instant à l'amont aux agriculteurs. Retour donc à cette audition qui s'est tenue au Sénat au mois de juin. Nous poursuivons donc ce matin nos travaux de contrôle sur la loi Egalim. Comme vous le savez, après sa promulgation, notre commission a décidé de mettre en place un groupe de suivi qui est présidé par Daniel Grémillet pour mesurer les effets de la loi Egalim au fur et à mesure de son déploiement. Je redis que l'objectif n'est pas de produire un rapport dans quelques mois sur le seul aspect de la loi et de plus s'en soucier après. L'idée, c'est un suivi en continu des effets de cette loi, à la fois sur les producteurs agricoles de toutes les filières, mais aussi naturellement sur les industriels, sur la grande distribution et bien sûr sur les consommateurs, mais aussi sur des circuits comme la restauration collective. Alors, des points d'étape sont organisés régulièrement par le biais à la fois des auditions du groupe de suivi en lui-même, mais également par des auditions telles que celle-ci, qui vont nous permettre d'essayer de mettre à jour soit des succès, soit des difficultés qui seraient rencontrées par les acteurs. L'idée pour nous est d'essayer d'apporter des correctifs, si nécessaire, le plus rapidement possible pour essayer d'aller dans l'objectif et de rencontrer l'objectif de cette loi qui est, je le rappelle, à l'origine, améliorer le revenu des producteurs agricoles français. Nous avions fait des premières tables rondes au mois de janvier, de février, en recevant juste avant la mise en œuvre des ordonnances les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, mais nous avions fait ça séparément les uns des autres. Comme nous n'avions pas entendu tout à fait les mêmes choses, il nous a semblé utile de vous mettre tous ensemble, ce qui est un exercice un peu périlleux ce matin, non pas sur la cordialité des échanges, que je sais qui va être formidable, mais sur un exercice, j'allais dire, technique, simplement de prise de parole les uns derrière les autres. Donc nous y sommes ce matin. Donc compte tenu du nombre important d'invités, je vais quand même vous proposer à vous, mesdames et messieurs les distributeurs, producteurs, une méthode, mais aussi à vous, mes chers collègues, pour que nous soyons un peu efficaces dans nos propos. Vous avez reçu, mes chers collègues, une contribution écrite de nos auditionnés qui détaille leur avis sur les premiers effets de la loi Egalim, notamment au regard des négociations commerciales qui se sont achevées fin février 2019. Ces contributions, je fais de la pub au passage, sont disponibles sur Déméter, de façon dématérialisée. En conséquence, il n'y aura pas, et c'est un peu ça qui diffère de nos auditions habituelles, il n'y aura pas de discours introductif de chacun de nos auditionnés. Le président du groupe de suivi, Daniel Grémillet, interrogera donc en premier nos invités. Chacun de vous, mesdames et messieurs, aura 2 minutes de temps de réponse. Vous avez préparé à cela. Nos deux rapporteurs de loi, Michel Raison et Anne-Catherine Loisier, poseront à leur tour une question à l'ensemble de nos auditionnés. Et de la même façon, chacun disposera de 2 minutes. Viendra ensuite le temps des questions-réponses des sénateurs aux personnes auditionnées. Et l'objectif est bien sûr de susciter un échange de vues cordial entre auditionnés, mais contradictoires probablement, qui seront évidemment conviés à se répondre mutuellement dans le temps de parole qui leur est imparti. Pour la bonne tenue des débats, je souhaiterais d'ailleurs, mes chers collègues, que chaque sénateur qui va poser une question désigne les personnes auditionnées auxquelles ils adressent leurs questions, parce que ce n'est pas très confortable pour les personnes auditionnées de savoir si elles doivent répondre ou pas à la question qui leur est posée. Donc je vous demanderai de cibler les personnes. Bon, donc si tout le monde a bien en tête cette trame, nous allons donc faire cette tentative de grande table ronde avec l'ensemble des parties prenantes. Et je vais tout de suite donner la parole à Daniel Grémillet. Merci Madame la Présidente. Je voudrais moi aussi remercier l'ensemble
des participants à cette réunion un peu particulière, mais ô combien importante par rapport à ce groupe de suivi. Effectivement, le groupe de travail sur les résultats des négociations commerciales annuelles sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles a rendu ses conclusions à la fin du mois d'avril sur les négociations annuelles closes le 28 février 2019. Après 6 années consécutives de déflation sur les produits alimentaires, les États généraux de l'alimentation avaient suscité un immense espoir. La loi Egalim a pour ambition de stopper cette guerre des prix. Ses premiers effets doivent se matérialiser dès 2019, dans la mesure où la hausse du SRP de 10% est entrée en vigueur dès le 1er février. C'est sans doute pour cela que les demandes fortes avaient été émises par les fournisseurs, en moyenne plus 4% par rapport à l'année précédente. Or, les chiffres officiels constatent que les négociations commerciales pour 2019 ont abouti une nouvelle fois à une baisse des prix cette année de 0,4%, en moyenne par rapport à l'année précédente. La déflation est plus forte sur les produits frais non laitiers, les épiceries, salées et sucrées. Le secteur laitier a obtenu, lui, une certaine augmentation avec une inflation de 1,4%. C'est pareil pour les salés. Je serais tenté de dire c'est peut-être une avancée, mais malgré tout, il y a 3 points qu'il faut évoquer à cet instant. Cela poursuit une tendance déjà à l'œuvre l'année dernière, suite aux négociations commerciales. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on a constaté en 2019 n'est pas forcément le fruit des Galim, puisque 2018 avait déjà connu une évolution. Le deuxième point, c'est que cette tendance reste inférieure à la hausse du prix du lait standard de lait de vache entre 2018 et 2019, qui est de plus 7%. Et enfin, le troisième point, c'est que la négociation commerciale ne couvre qu'une partie étroite du spectre, puisqu'elle ne vise pas les produits sous marque de distributeur, ou encore elle n'est pas prise en considération non plus tout le lait qui est exporté. Donc les chiffres apparaissent donc relativement mitigés. Ma question sera donc la suivante. Constatez-vous une amélioration de la qualité des relations fournisseurs-distributeurs depuis la mise en œuvre de la loi Egalim lors des négociations commerciales annuelles? Merci Daniel. Et pour répondre à cette question, je vais commencer le tour d'horizon en donnant la parole à M. Cressel de la FCD et ensuite je la donnerai à Catherine Chapalin de l'ANIA. Monsieur le délégué général. Madame la Présidente, merci beaucoup. En 2 minutes, je vais être extrêmement bref. Je ne partage absolument pas l'avis qui vient d'être évoqué par M. Grémillet. Les négociations commerciales, comme l'a dit, je crois, le ministère des Finances devant cette commission, se sont passées dans un état d'esprit beaucoup plus positif que les autres années. C'est le gouvernement qui le dit. Et donc, je pense que puisqu'ils sont chargés du contrôle, c'est naturellement ceux qui sont les mieux placés pour l'indiquer. Par ailleurs, quand on regarde les données de base, on voit bien que la plupart des chiffres qui nous sont donnés concernent la plupart du temps des grandes marques. Les grandes marques aujourd'hui sont délaissées par les consommateurs, sans doute parce qu'elles ont effectivement pas su évoluer de manière suffisante. Et c'est regrettable, et je trouve d'ailleurs qu'on ferait mieux de parler un peu plus de ceci. J'étais frappé du silence absolu la semaine dernière lors de la polémique sur les aliments ultra transformés. Ça aurait été utile, je pense, que les organisations concernées s'expriment. La réalité des négociations cette année, elle est très simple. Il y a eu un effort tout à fait clair qui a été fait en faveur de l'ensemble des produits à forte composante agricole et en particulier sur le lait. Sur le lait, simplement, nous représentons aujourd'hui 37% de la consommation de lait au total. Il y a 40% sur l'exportation, effectivement, M. Grémillet. Mais vous ne voyez pas quand même que ce soit les distributeurs français qui revalorisent le lait pour permettre de faire en sorte que l'exportation soit plus rentable. Il y a par ailleurs la RHD qui aujourd'hui prend une place de plus en plus importante, des échanges à l'intérieur des industries, d'autres industries achètent du lait. Et nous, ce qui est extrêmement frappant, c'est de voir à quel point, lorsqu'il y a des augmentations, ces augmentations n'arrivent pas directement aux producteurs parce que justement le mix, dans une absence totale de transparence,
est effectivement une inconnue pour tout le monde et encore notamment pour les producteurs. Et dernier point pour tenir dans mes 2 minutes, il faut bien voir que quand on parle de moins 0,4, en fait, on agrège des données qui n'ont strictement rien à voir. Il y a d'un côté des baisses qui traduisent tout simplement la baisse des matières premières. Lorsqu'il y a moins 14% sur le café, lorsqu'il y a moins 32% sur le sucre, il est normal que ces produits baissent. Et puis, il y a d'autres produits qui, eux, montent. Donc la réalité, c'est que quand on enlève ce qui est tout à fait normal, c'est-à-dire la baisse répercutée aux consommateurs des cours mondiaux, il y a eu augmentation des prix cette année, marquant une différence tout à fait notable par rapport aux années précédentes. Et tout ce qui est dit de l'autre côté est une pure et simple manipulation. Merci Madame la Présidente. Dans une loi comme dans toute loi, il y a d'abord l'esprit, il y a la lettre, il y a la réalité. L'esprit de la loi, on l'avait tous partagé il y a exactement 2 ans, quand tous les acteurs qui sont aujourd'hui autour de cette table ont fait un diagnostic partagé. Ce diagnostic partagé, c'était la nécessité de recréer de la valeur tous ensemble, et c'était aussi le constat que la déflation détruisait de la valeur. 5,5 milliards d'euros de détruits dans les filières agricoles et agroalimentaires depuis maintenant 6 ans. On était tous d'accord sur ce diagnostic. L'état d'esprit, c'est aussi les EGA. L'avantage des EGA, c'est qu'il y a eu ce dialogue ouvert, constructif, qui a été fait entre tous les acteurs, avec un engagement qui a été repris au plus haut niveau de l'État, qui était d'arrêter la guerre des prix. La responsabilité qui était demandée à tous, c'était d'arrêter la guerre des prix. Ensuite, il y a la lettre. La lettre, c'est la loi Egalim, que nous avons aussi tous collectivement souhaité, avec un objectif de recréer de la valeur pour mieux la répartir, avec ce que nous avons soutenu, qui était à la fois une meilleure contractualisation, à la fois un encadrement des promotions et un SRP économique. Donc on était tous d'accord là-dessus. Et puis maintenant, il y a la réalité, la triste réalité des négociations commerciales de 2019. Et moi, je vais être plus d'accord avec M. Grémillet que M. Cressel. La réalité, cette année, c'est quand même la poursuite de la guerre des prix, via des demandes de déflation et via des mauvaises pratiques. C'est du côté de l'ANIA, donc qui représente 17 000 entreprises de l'agroalimentaire, c'est plus de 800 signalements de mauvaises pratiques qui ont été faites via l'Observatoire des négociations. C'est une déflation moyenne que nous avons constatée de notre côté de moins 0,5, et le médiateur des relations agricoles, des relations commerciales agricoles, qui a objectivé et qui a consolidé l'ensemble des données qui étaient fournies par les acteurs et notamment par les distributeurs, a constaté effectivement cette déflation. Ce n'est pas que nous qui le disons, nous étions tous d'accord pour dire que la déflation s'est poursuivie. Et au final, la triste réalité, c'est encore cette année la loi du plus fort qui s'est appliquée et qui, au détriment évidemment des agriculteurs et des entreprises de l'alimentaire. La parole est à M. Bénézy de la FNSEA, ensuite M. De Prunelé des groupements Leclerc. Oui, bonjour à toutes et à tous. Déjà, peut-être rappeler le contexte de la mise en œuvre différée, on va dire, de certaines choses qui sont plutôt importantes. Et rappelons quand même que les dernières ordonnances ont été prises il y a seulement 1 mois, que certains trous dans la raquette ont pesé et ont permis à certains opérateurs des filières, notamment la distribution, de retarder notamment la parution, voire de retarder, mais pas seulement, également de ne pas permettre, dans le cadre des interprofessions, la publication d'indicateurs de coûts de référence. Nous l'avions d'ailleurs dit aux législateurs, et peut-être ce seront des choses à arranger, puisque effectivement la capacité de blocage de la distribution est effective dans certaines interprofessions, pour ne pas permettre la publication de ces coûts de production. Donc à partir de là, effectivement, il peut y avoir des retards au démarrage, et le fait que ces indicateurs n'aient pas pu être disponibles, effectivement, ne sont pas à l'avantage des producteurs. Alors, sur les effets qu'on a pu constater, déjà rappelons qu'au niveau de la production, on n'est pas dans les boxes de négociation. Et c'est peut-être un problème d'ailleurs, en termes de transparence,
qu'on n'ait pas plus de transparence dans ce qui se passe dans ces box-là. En tout cas, nous, on peut le relever parce que on peut aussi nous raconter n'importe quoi. Alors, on a eu, par écho de voix de presse, certaines belles initiatives qui tendaient à arriver à l'objectif, notamment avec Savencia, Bell, Sodial, sur une partie du lait chez certaines enseignes. Mais on est sur du 60%, du 70%, on n'est pas sur la totalité du lait. On n'est pas à l'objectif. Rappelons que le coût de production en lait est de 396 €. On arrive à du 370. Ça plus, même si ça va dans le bon sens, on est plus dans l'opération. Un petit peu, voilà, on a fait notre BA. Et puis sur une partie, et puis regardez pas trop ce qu'on fait ailleurs. D'ailleurs, on retrouve, sans citer l'enseigne en question, une belle communication sur le lait qui atteint à 20 et quelques euros près le coût de production, et puis par ailleurs des comportements extrêmement dégradés sur les marques de distribution. Donc nous, on pense qu'il est nécessaire d'avoir une transparence extrêmement forte et une application de la loi, voire une amélioration de celle-ci, de manière à ce qu'on soit bien dans un cadre très réglementé, sous contrôle, avec des sanctions, parce qu'on voit bien que effectivement les chartes et les bonnes volontés des uns et des autres ne suffisent pas à atteindre l'objectif. Merci Monsieur Bénézy. On reviendra évidemment vers tout le monde. Monsieur de Prunelé des établissements Leclerc et ensuite Monsieur Amirault de la FEF. Président. Oui, merci Madame la Présidente. Sur les chiffres, je rejoins évidemment un petit peu ce qu'a dit Jacques Cressel, c'est-à-dire qu'on mélange tout un tas de données. Moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que nos observations portent non pas sur l'année 2019, mais sur l'année 2018 et 2019. Parce que le plus important pour nous, enfin le plus important, pas le plus important, mais le point de départ, c'est la signature de la charte EGA. Charte EGA, on la signe tous ensemble fin 2017. Et donc, l'évolution des comportements de négociation commence à partir des négociations 2018. Donc, les chiffres que je peux vous donner portent sur les négociations 2018 et 2019. Sur 2019, c'est l'entrée en application de la loi. Mais la loi, là-dessus, je ne vais pas revenir dessus. Vous savez que nous, on avait une discordance sur le volet SRP, mais sur les chiffres, et là je parle des chiffres à l'achat. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que sur les 2 années 2018 et 2019, et je parle exclusivement des producteurs agroalimentaires, l'inflation moyenne que nos acheteurs ont accordée, elle est de 4 points sur les marques internationales et de 8 points sur les marques propres. Donc on peut dire tout ce qu'on veut sur le climat des négociations. Moi, les chiffres que je peux vous donner à l'achat, c'est 4 points sur les marques internationales, 8 points sur les marques propres, et je parle bien exclusivement des produits agroalimentaires. Ce ne sont pas les mêmes chiffres pour les autres familles de produits, j'en conviens, mais ils n'étaient pas concernés par la loi EGA. Donc, après ça, on peut toujours discuter des chiffres, mais nous, ce sont des chiffres internes, qui sont les chiffres qui ont été négociés. Donc, à partir de là, je ne partage évidemment pas le constat qui est que ça se dégrade ou qu'il n'y a pas eu d'amélioration, parce que la réalité c'est celle-là, et en masse, en volume d'inflation sur ce qui a été accordé aux industriels, ça représente des sommes considérables. Ce qui est vrai, c'est qu'on nous remonte que ça ne redescend pas aux agriculteurs. Mais ça, c'est un problème qui nous échappe. Le ruissellement, on l'a suffisamment dit, le ruissellement, on ne sait toujours pas comment ça fonctionne. On peut vous dire un peu ce qu'il est advenu de ces marges supplémentaires, mais ce qui nous remonte, c'est que ça ne profite pas aux agriculteurs. Ça profite à d'autres, manifestement, mais pas aux agriculteurs. Donc, voilà, sur les chiffres, il fallait que ce soit clair. Merci Monsieur de Prunelé. Monsieur Amirault pour la FEF, ensuite Madame Le Floch pour la coordination rurale. Merci Madame la Présidente. Sans polémique, c'est vrai que l'ambiance entre nous est plutôt
on trouve des solutions, on discute, même si c'est quelquefois de façon virile. Force est de constater quand même que la loi Egalim n'a pas atteint le but que nous attendions, nous, fournisseurs PME, c'était pouvoir passer nos tarifs. Il y a bien sûr le prix, l'évolution de moins 0,4% est une moyenne. Il y a certaines enseignes à trouver des solutions, d'autres pas. Mais c'est quand même une moyenne. Et bien entendu, face à l'évolution de nos coûts, ça veut dire qu'on a dû prendre sur nos marges. Et c'est au dépens, bien entendu, de l'emploi et des investissements dans l'avenir. Alors, nous sommes agroalimentaires, nous sommes fournisseurs PME de la grande distribution en alimentaire et non alimentaire. Mais oui, Michel, si tu veux poser une question, mais je confirme, oui, bien entendu. Non, mais tu prends le micro parce que sinon les autres t'entendent pas. Pour qu'on soit précis par rapport aux chiffres qu'on peut entendre d'un côté ou de l'autre, qu'on parle bien de la même chose, quoi. Si on met un moins 0,4, mais qu'on y met les produits non alimentaires, je souhaite qu'on puisse parler que des produits agroalimentaires pour qu'on se comprenne bien, quoi, parce qu'autrement on ne va pas y arriver, quoi. Donc, il y a une dégradation alimentaire des prix net. Donc, je me limite bien à ce domaine-là, accompagnée d'une baisse des contreparties pour les PME, notamment en matière de gamme et d'accès aux millénaires. Donc, c'est une année, c'est pour nous une préoccupation, parce qu'on attendait vraiment une amélioration de la situation sur ce plan-là. Ce n'est pas le cas. Cela atteste que quand on aura négociabilité tarifaire, c'est-à-dire négociabilité du tarif, on n'arrivera pas. Il y aura des destructions de valeur et on n'arrivera pas à facturer le prix juste et de revaloriser in fine les revenus de l'amont agricole. Je crois qu'il va falloir qu'on traduise juridiquement, concrètement, ce que veut dire ruissellement. Ça ne veut rien dire du tout. Donc, la seule manière de pouvoir ruisseler, c'est de pouvoir passer son tarif pour qu'en contrepartie, on puisse effectivement payer nos coûts et améliorer les rémunérations. Nous croyons vraiment sincères les déclarations des directions générales des enseignes et de la FCD pour améliorer les relations commerciales. En revanche, cette volonté ne ruisselle pas, si je puis dire, ou pas encore, jusque dans les boxes de négociation dans lesquelles les comportements n'évoluent pas suffisamment vite pour qu'on puisse créer de la valeur ensemble. C'est malsain. Telle est vraiment notre première préoccupation principale. Rien n'a changé. Merci, Monsieur le Président. Madame Le Floch pour la coordination rurale et ensuite Monsieur Genetet d'Intermarché. Alors, bonjour à tous, Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs. Alors, je n'ai pas préparé, donc ça sera une intervention spontanée pour faute de messagerie interne. Donc, par rapport à ces négociations, moi, ce que je voudrais dire, c'est que du point de vue des producteurs, les comptes n'y sont pas. On a surtout évoqué la production laitière. Monsieur Cressel, je crois, a parlé de 37% des volumes qui sont écoulés via la distribution. Alors, je recherchais dans l'OFPM qui a fait un très beau tableau, mais ce tableau qui reprend les chiffres de l'ESAN, traduit en pourcentage, nous révèle des chiffres un peu supérieurs, donc à voir comment les mettre en cohérence, tout comme ce tableau ramené en pourcentage ne nous montre pas des exportations en termes de produits laitiers de 40% comme il est souvent évoqué, mais plutôt de 22%, ce qui change tout. Si on a une valeur à l'export de 7 milliards d'euros pour 22% des volumes, on valorise très bien l'export, et si on n'est qu'à 40%, éventuellement, dans ce cas, on ne valorise pas très bien. Donc ça, c'est à éclaircir. Ce que j'ai pu observer dans l'Observatoire de la formation des prix et des marges, et je suis remontée jusqu'en 2001 pour comparer 2001 à 2018, c'est qu'on a un prix moyen payé par le consommateur, et là je ne parle que du lait cru, qui est 36% supérieur, ce qui va certainement avec l'inflation, donc on passe de 59 centimes à 77 centimes, 78 centimes en moyenne. La part de l'industrie de la transformation augmente de 68% entre les deux dates. La part de la revenant, là on est en marge brute,
revenant à la distribution augmente de 100% quand la part revenant aux producteurs baisse de 12%. Donc malgré tous les efforts de négociation, le fait que nos OP aient proposé dès le mois de janvier et février des contrats cadres aux divers industriels, quelques-uns ont saisi le médiateur. Les négociations sont toujours en cours. Certains ne veulent pas accepter l'effet cascade, partir des coûts de production pour répertorier. Ces industriels préférant l'effet ruissellement. Donc on attend les négociations pour voir ce qu'on va écrire dans le contrat. Que dire d'autre? Peut-être sur le tour d'après, peut-être? Oui, comme là, vous avez épuisé votre temps, madame. Merci. Merci beaucoup, madame Le Floch. Monsieur Genetet d'Intermarché. Ensuite, merci, monsieur chargé des COP. Voilà. Merci, madame la présidente. Donc, nous considérons qu'il y a vraiment un avant et après loi Egalim. On avait deux objectifs chez Intermarché. Suite à ces lois, c'est évidemment pas laisser passer cette occasion unique de faire bouger les lignes pour le monde agricole. Et puis, ne pas opposer la rémunération justement du monde agricole et le pouvoir d'achat. On a la conviction qu'on peut faire les deux. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc ça s'est traduit comme on part évidemment des changements dans les postures de négociation, très très tôt des initiatives pour acheter plus cher. On a entendu le lait tout à l'heure. On a également pris des positions très claires pour le porc très récemment. À ce stade, et ça ne concerne pas, on a beaucoup entendu parler sur le lait d'arbres qui cachent la forêt. À ce jour, sur la filière porcine, nous avons clôturé à la hausse des négociations sur 93% de notre chiffre d'affaires, donc ça se finalise. Donc ça, c'est le fruit d'une politique de discernement qui cible particulièrement les entreprises, les fournisseurs qui travaillent avec le monde agricole français et les PME d'un côté. De l'autre, avec les multinationales qui n'ont aucun lien avec le monde agricole français, forcément les négociations seront passées différemment. Et c'est une position que l'on assume pour défendre nos pouvoirs d'achat. Quand vous avez des grandes marques qui nous présentent des hausses très importantes alors que les matières premières baissent, nous avons considéré que pour le pouvoir d'achat des Français, on ne pouvait pas à la fois avoir de l'inflation sur les produits à forte composante de matières agricoles, ce que nous assumons, hein, et de l'autre côté, cumuler la hausse du SRP, la limitation de la promotion, et puis des hausses non fondées. Donc là, oui, c'est vrai que les négociations sont restées plutôt sur un mode traditionnel parce que nous n'avons pas trouvé de terrain d'entente. Et j'aimerais rajouter qu'à chaque fois que nous avons pu prendre des initiatives très très tôt, sur le lait c'était dès le mois de décembre, on a essayé à travers ça de faire bouger les lignes. On a la conviction qu'on a réussi à le faire parce que si Intermarché a essayé de changer, on a aussi trouvé des partenaires fournisseurs qui ont vraiment voulu changer. Ça a été le cas sur la charcuterie, ça a été le cas sur le lait. On a vraiment vu une évolution avec une partie de ces fournisseurs. On a confiance aujourd'hui dans leur capacité à répercuter ça. On verra à la fin de l'année où on seront à la fois le prix du lait notamment. À ce stade, on reste confiant. Et d'autre côté, on a eu d'autres fournisseurs qui ne voulaient rien entendre, qui n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde, avec qui on a eu beaucoup de difficultés à trouver. Voilà. Donc une situation, en conclusion, dans notre sentiment, en nette amélioration, mais qui reste hétérogène. Voilà. Dominique Chargé des COP de France, ensuite Monsieur Panquio de l'IDEC. Merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs. Bien. Moi, je voulais d'abord dire qu'en termes de comportement et de pratique, cette année, les choses ont été plus hétérogènes. C'est-à-dire que dans certaines situations, certaines enseignes, on a constaté de vraies volontés d'améliorer les choses sur le comportement et parfois aussi sur les pratiques. Je pense qu'il faut le souligner, ça a été dit et c'est la réalité. Donc ça, c'est sur la forme. Sur le fond, je suis désolé, il n'y a rien de changé et la guerre des prix a continué. Et moi, je constate que quand on n'est pas content de la température, on dit que le thermomètre n'est pas bon. Alors moi, je suis désolé, le thermomètre, il est objectif et il est arrivé à un constat, pour moi, sans appel, qui est de moins 0,4% en aggloméré, c'est sûr, de choses diverses et variées, mais qui reflètent la situation de la globalité de nos négociations cette année. Si j'exclus d'ailleurs le lait sur lequel, objectivement, pour le lait de vache conventionnel et sur la part représentée
par la distribution française. Il n'y a effectivement pas de souci. On a une hausse qui est, elle, de 1,8. On aboutit globalement, si on l'exclut, à une négociation sur les autres catégories à moins 0,8. La réalité, c'est ça. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Moi, que chacun vienne avec son chiffre sur une situation particulière, on peut en parler. Moi, la globalité, c'est celle-là, et c'est effectivement ce que je constate, en ayant à peu près tout dit. Donc moi, ce que je dis ce que je constate et ce que j'en déduis, c'est que la fameuse théorie du ruissellement, elle n'a effectivement pas fonctionné. Elle n'a pas fonctionné parce que la source en a été détournée. Cette théorie du ruissellement fondée sur le fait qu'il y allait avoir un rééquilibrage des marges s'entend à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que les surmarges faites sur les produits à forte présence de produits agricoles pour compenser les marges qui étaient à zéro, voire négatives sur d'autres produits qui sont des produits d'appel qui ne contiennent pas de matières premières agricoles françaises, ce rééquilibrage c'est peut-être fait, mais le contenu, les fameux 650 millions potentiels ne sont pas allés à la destination qui était celle de revaloriser les prix à la production. Je termine juste pour dire, parce que, et on y viendra peut-être dans la deuxième partie, ils ont été utilisés à d'autres desseins, notamment faire pression aujourd'hui sur les prix, sur les marques de distributeurs, ce qui effectivement contraint aujourd'hui les fournisseurs en produits à marque. On aura cette discussion. La parole est donc à M. Ponchiot de l'ILEC et en fait M. Giraud de la Confédération paysanne. Merci Madame la Présidente. Je pense que c'est bien que je ne sois pas intervenu après M. Cressel parce que peut-être ça n'aurait pas été aussi cordial effectivement. Si on parle de chiffres, les nôtres ils sont bien pires que ceux de l'Observatoire, hein, mais c'est probablement le reflet du discernement. C'est des points qui ont été évoqués. Nous, on est plutôt à moins 0,7, moins 0,8, quand l'Observatoire est à moins 0,4. Et on voit bien qu'il y a un traitement effectivement différencié entre des PME et des grandes entreprises. À la limite, c'est des choix, mais je pense qu'il faut juste le savoir. Là où j'ai un problème, c'est que quand on parle des grandes marques et quand on parle des multinationales qui n'ont pas de rapport avec l'amont agricole, moi, les gens que je représente, c'est plutôt des grandes marques. Il y a 150 000 agriculteurs qui sont concernés d'une façon directe ou indirecte par les négociations que mènent les gens que je représente. Donc je pense qu'il y a des liens de causalité qui n'en sont pas, et il y a des amalgames qu'il ne faut pas faire. Et au-delà de ce chiffre brut que je donne sur le résultat des négociations, je pense que le point qu'a fait Dominique Chargé ou M. Gentet avant sur soit une forme d'hétérogénéité ou de discernement, je pense que c'est hyper important. En fait, aujourd'hui, ce qui nous pénalise, c'est de faire l'amalgame. Quand on dit qu'il n'y a pas de transparence, honnêtement, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Il y a des moments où il n'y en a pas, il y a des moments où il y en a. C'est vrai côté industriel, c'est vrai côté distributeur. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est plus de réfléchir à ce qui s'est bien passé, là où ça s'est bien passé. Parce qu'effectivement, et M. Gentet a parfaitement raison, il y a eu des partenariats qui ont été trouvés, il y a eu des exemples productifs qui ont été trouvés, des exemples qui vont se traduire concrètement par des effets vertueux. Et je pense que c'est là-dessus qu'on devrait travailler, plutôt que de se renvoyer des chiffres à la tête sur lesquels on n'est toujours pas d'accord, même si le travail de l'Observatoire de la médiation agricole a au moins permis de commencer à objectiver un peu la situation. Merci beaucoup. Et enfin, M. Giraud de la Confédération paysanne. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, merci pour ces échanges, pour cette réunion. J'allais dire qu'il va peut-être arriver à nous apprendre des choses parce qu'on parlait tout à l'heure, M. Bénézy parlait tout à l'heure du fait qu'on n'est pas dans les box de négociation. Et c'est vrai que là, on entend des propos contradictoires. J'allais dire, je vous souhaite bien du courage, mesdames, messieurs les sénateurs et les sénatrices, pour avancer. Mais en tout cas, voilà, ça peut nous amener enfin peut-être un petit peu des éléments de compréhension. Nous, j'allais dire, on est parti de l'Observatoire des négociations commerciales qui nous fait apparaître une déflation. Donc nous forcément, on est resté sur ce constat-là, avec le seul constat que le secteur laitier lui connaît une inflation faible, mais une inflation. Après, nous, j'allais dire, on ne remet pas en cause cette inflation-là, mais juste on essaie de la lire au contexte, de la lier au contexte mondial et européen. Plus de stock de poudre de lait, sécheresse dans une partie de l'Europe, donc moins de production. Hausse de la demande mondiale, à un moment donné, heureusement que le marché laitier se redresse un petit peu et que des hausses sont passées. J'allais dire, est-ce que c'est les effets de la loi, est-ce que c'est les effets de la transparence? Mais nous, il nous semble qu'en tout cas, c'est un petit peu tôt pour conclure que ce sont des effets de cette loi-là.
On a plusieurs fois évoqué le mot de ruissellement. Alors, autant dire qu'on n'y croit pas du tout, nous, à la Confédération paysanne, et il ne me semble pas du tout non plus que c'était l'enjeu de cette loi agriculture et alimentation. L'objectif était plutôt d'avoir une formation des prix en marche avant. Ça n'a jamais été mis dans l'objectif d'avancer sur du ruissellement. Et si on voulait avancer sur une formation des prix en marche avant, il faudrait effectivement avoir une meilleure mise en place et une meilleure transparence dans les différentes négociations, qu'elles soient entre producteurs et transformateurs ou entre transformateurs et distributeurs. Et c'est là où nous, on relève le fait que le gros échec de ces négociations et de ces discussions, c'est le manque de transparence qui ne nous permet pas d'avoir une meilleure connaissance de cette répartition de valeur ajoutée. On le voit encore aujourd'hui avec les différents échanges plutôt contradictoires. Et c'est clair que pour nous, la transparence, c'est pas mettre à nu les uns et les autres, mais c'est vraiment permettre un travail sur la connaissance, sur une meilleure connaissance de la répartition de valeur ajoutée. Et juste pour finir, il y a eu l'Observatoire de la formation des prix et des marges qui a fait ses conclusions ces jours derniers. Monsieur Chalmin nous expliquait ne pas pouvoir livrer une vision globale de la rentabilité des produits laitiers en France. Alors c'est quand même quelque chose d'un petit peu compliqué. Si lui n'y arrive pas, ça veut bien dire qu'il y a un bug quelque part. Et lui nous disait encore que c'est la faute à, je cite, un faible enthousiasme des intéressés. Donc voilà, si on en est encore là aujourd'hui, il me semble qu'on est quasiment au début des États généraux. Merci beaucoup. Bon, il y a une hétérogénéité attendue, évidemment, des réponses. Mais je trouve qu'il y a quand même quelques points communs malgré tout. On va avancer. Michel Raison, vous posez la deuxième question. Merci Madame la Présidente, et à mon tour de poser deux questions. Je souhaiterais rebondir simplement sur deux petits bouts de propos de façon positive. Celui de M. Panquio, qui dit surtout attention aux amalgames et de ne pas généraliser. Si on veut en effet travailler sérieusement et qu'on veut travailler que sur des moyennes, on n'y arrivera pas. Je connaissais un représentant européen qui disait couramment les moyennes, c'est comme le bikini, ça cache l'essentiel, et donc on ne peut pas en tirer grand-chose. Et la deuxième remarque sur laquelle je souhaiterais rebondir... La deuxième remarque sur laquelle je souhaiterais rebondir, c'est celle de M. Giraud, qui nous dit aussi, attention, lorsqu'on analyse des résultats de négociations, de prix, de cours, il faut qu'on arrive à déterminer aussi si c'est lié à un cours national, international, ou si c'est lié à la loi Egalim. C'est aussi notre travail. C'est une remarque extrêmement importante. Et j'en viens d'ailleurs, moi j'ai deux questions qui porteront une sur la façon de renégocier. Et le porc peut être d'ailleurs concerné par ce sujet. Et donc, si on regarde le cours du porc au cadran breton, il était relativement bas tout au long de l'année 2018 et il a servi de base aux négociations commerciales. Donc, lorsque, par exemple, Intermarché nous dit oui, mais vous avez vu, grâce à la loi Egalim, on a suivi et on a remonté le prix du... Non, ce n'est pas la loi Egalim non plus. Là, c'est simplement que le cours du porc explose chez le producteur, et tant mieux pour le producteur, parce qu'il était tellement bas qu'ils étaient tous en train de crever. Et donc, il est remonté de 20%, tout simplement parce que parfois le malheur des uns fait le bonheur des autres, et que la peste porcine fait qu'on manque de porc dans le monde, en particulier dans les pays asiatiques. Et la Chine a perdu énormément, quand on sait qu'ils sont, je crois, pas loin de 50% des porcs, donc forcément. Sauf que les renégociations sont très difficiles. Et c'est lié, c'est la même chose pour tous les produits finis dont la matière première intervient énormément. Donc on a des produits comme les pâtes, des produits comme la charcuterie, où on sait que la matière première intervient énormément dans le prix final. Donc ma question est simple, est-ce que la loi Egalim permet de mieux prendre en compte les évolutions des cours des matières premières et de faciliter la renégociation? C'est une question. Et je rappelle aussi, pendant que je pose cette question-là, que notre rôle ici,
On n'est pas en train de faire un comité de suivi pour faire le procès de qui que ce soit ou de quelque loi que ce soit. On fait notre boulot de parlementaire. Et lorsque des parlementaires votent un texte, que ce soit sur la santé, que ce soit sur la sécurité ou que ce soit sur un sujet économique, notre boulot, c'est de suivre les effets de la loi. Et on le voit bien, ce n'est pas simple. Parce que si les effets sont positifs, on se réjouit, mais quelle que soit la loi, elle a toujours des effets pervers, elle peut toujours avoir des effets négatifs, et notre boulot, c'est de le corriger. C'est pour ça qu'on fait ça aussi. Ce n'est pas pour embêter qui que ce soit ou condamner qui que ce soit ou faire de la politique politicienne. Deuxième sujet. Merci. J'ai un deuxième sujet. Dans les résultats des négociations commerciales, on constate également des différences selon les tailles d'entreprise. Et on l'a un peu vu dans les débats, certaines inquiétudes nous ont été remontées sur le traitement des PME. La secrétaire d'État, Madame Pannier-Runacher, disait que c'était plutôt mieux traité avec finalement une inflation pour leurs produits. Et certaines remontées nous ont fait état de chiffres très inquiétants sur les PME, en particulier tout ce qui concerne les MDD. Et je vais donc relativement raccourcir mon propos parce que j'ai fait quelques préliminaires un peu longs. Et donc, ma question, elle est simple. Est-ce que la loi Egalim a les mêmes effets sur l'ensemble des acteurs? Je reviens au fameux sujet des moyennes. Sur l'ensemble des acteurs. Et qu'en est-il pour les MDD? Les MDD, c'est très important. Et les PME, puisque ces négociations-là également pour les produits frais, on n'est pas forcément sur des négociations annuelles. Donc est-ce que la loi Egalim offre un cadre suffisamment souple pour répondre à la diversité des produits alimentaires? Parce que le commerce, il a besoin de souplesse, mais il a aussi besoin de morale, et la loi ne peut pas régler ni la souplesse ni la morale, donc d'où ma question. Merci Michel. Donc on reprend le même ordre. Monsieur Cressel, monsieur le secrétaire, délégué général. Merci Madame la Présidente. C'est de plus en plus difficile de répondre en 2 minutes. Sur les renégociations, je pense que l'essentiel existait déjà dans les lois précédentes, et donc il n'y a pas de changement majeur dans la loi Egalim. Sur le port, vous savez sans doute que c'est nous-mêmes qui avons annoncé, et à la suite de contacts que j'avais eus avec l'interprofession, notamment la réouverture des négociations. C'est une décision qui a été prise de manière collective, dans le respect naturellement du droit de la concurrence. Ceci s'est fait immédiatement et des accords, comme cela a été dit tout à l'heure, ont déjà été signés. Un certain nombre d'accords ont d'ailleurs été signés sur les marques de distributeurs, en avance par rapport aux marques nationales, ce qui est important à souligner. Sur le reste, on sait que c'est un sujet compliqué parce que, comme vous l'avez dit, on est face à un bouleversement total du marché mondial. Le cours aujourd'hui est aux environs d'1,50 alors qu'il était aux environs d'1,15. En Allemagne, on est au-dessus. Il y a une stabilisation depuis plusieurs semaines qui change un peu la donne. Donc le sujet, c'est aussi celui de l'anticipation. Et donc on voit bien que face à une situation extrêmement évolutive dans laquelle il peut y avoir jusqu'à la moitié du cheptel mondial qui peut disparaître, on voit bien que les renégociations sont complexes. Mais celles-ci sont en cours et vont déboucher très rapidement dans l'ensemble des enseignes. Et comme ça a déjà été dit, et au contraire, ça montre bien, je trouve, que le système fonctionne dans des cas de ce type-là. Et encore une fois, c'est nous qui avons pris l'initiative, comme je le rappelle d'ailleurs au passage, c'est nous qui avons pris l'initiative de demander la création d'un observatoire des négociations commerciales. Je dis ça au passage. Sur le deuxième sujet, différence selon les tailles. Malheureusement, on n'a pas tous les éléments dans ce domaine parce que nous avons un petit problème de transparence qui était évoqué tout à l'heure par notre collègue. Si nous avions une transparence totale sur l'ensemble des secteurs, et notamment du côté industriel, ce serait effectivement beaucoup plus simple. Ce qui est certain, c'est que quand on regarde l'évolution du marché est extrêmement favorable depuis quelques années aux PME. Et les PME, je le rappelle, ont fait 88% de la croissance en hypermarché et en supermarché sur l'année 2018. Et donc il est normal que ce qui se vend mieux et ce qui est attendu par le consommateur ait des négociations qui se passent mieux que les grandes marques qui, elles, vont moins bien. Ça, c'est la logique économique normale qui peut exister. Monsieur le sénateur Raison parlait de MDD. Je rappelle que les MDD ne sont pas concernés par les négociations en question et elles ne sont d'autant moins concernées parce que je rappelle qu'il n'y a pas de négociation. Il y a des appels d'offres
Nous sommes dans un système dans lequel nous n'achetons pas des produits tout faits, nous faisons fabriquer des produits. Avec des accords qui sont des accords, dans ces cas-là, qui sont des accords sur plusieurs années. Et je rappelle qu'en plus, les produits sont de moins en moins les mêmes produits que ceux des marques nationales. Et au contraire, sont de plus en plus des produits qui sont des produits premium. Donc, de ce côté-là, on ne peut comparer les choses. Merci beaucoup. Madame Catherine Chapalin, de l'ANIA. Merci. Sur la question de la renégociation, tout d'abord et en particulier sur la renégociation sur le prix du porc, là, hélas, on ne va pas être d'accord et on va peut-être, là aussi, demander un observatoire des négociations, ou en tout cas de la renégociation sur le prix du porc. Je viens d'avoir les informations, là, en direct de la FICT, qui nous annonce de façon extrêmement claire que 74% des entreprises sont encore en renégociation. Il n'y a que 7% des entreprises à ce stade qui ont vu leur hausse de tarifs acceptée. Et on pourra, de façon tout à fait transparente, vous donner le résultat complet de ce sondage, enseigne par enseigne. Et la réalité est loin d'être positive sur cette question de renégociation. Et pour les MDD, pour la situation de la renégociation des MDD, la situation est encore pire que pour les marques nationales, c'est-à-dire que les MDD arrivent encore moins à passer ces hausses qui sont pourtant absolument indispensables vu la flambée du cours du porc. Alors maintenant, la question c'est est-ce que c'est uniquement la loi qui peut permettre cette renégociation? Les outils existent peu ou prou, ils peuvent sans doute être améliorés à la marge. Maintenant, tant qu'il n'y a pas de volonté réelle de la distribution de jouer le jeu, tant qu'on ne va pas rééquilibrer le rapport de force, tant qu'on ne va pas assurer la réelle primauté du tarif, et je rejoins ce qui a été dit par mes collègues, on n'y arrivera tout simplement pas. Donc ça, c'est sur la question de la renégociation. Sur la question de l'amalgame ou de l'hétérogénéité, je rejoins là aussi ce qui a été dit. C'est vrai que je ne vais pas reprendre l'expression de M. Raison, mais la moyenne ne veut pas forcément dire quoi que ce soit. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu des initiatives plus vertueuses dans les négociations de cette année. On peut citer, on a eu l'occasion de le citer les uns et les autres, Horizon qui a fait un effort de dialogue et de concertation avec une vraie volonté de suivi des négociations commerciales cette année, de débloquer des situations de tension. On peut aussi citer une enseigne qui a fait un effort dans la formalisation cette année. Et la formalisation, c'est important parce qu'il y a un objectif de transparence qui est opéré. Merci. Merci beaucoup. On prendra des paroles après. Monsieur Bénézi, la FNSEA. Oui, par rapport aux questions qui ont été posées. Tout d'abord, au niveau de la renégociation, la loi a permis quelques avancées pour réduire les délais, pas autant que ce que l'on aurait souhaité, en tout cas au cours de sa rédaction. C'est peut-être un point aussi qui peut relever des volontés d'améliorer la réglementation. Nous avions demandé à ce que les délais soient plus courts, que les juges puissent être saisis en référé de manière beaucoup plus rapide. Mais malgré tout, les délais ont quand même été mis en place. Et là, ça relève aussi le fait que certains indicateurs doivent être mis enfin, c'est l'exemple du porc. On sait que le porc fluctue. À un moment donné, négocier sur des bases de prix où les indicateurs de prix de marché, notamment sur des produits comme le porc, ne sont pas pris en compte dans les contrats, relève quand même de dangers extrêmement élevés. Là-dessus, nous, en tout cas en tant que producteurs, on ne comprend pas qu'il y ait ce débat aujourd'hui et qu'à l'occasion des négociations, ces indicateurs n'aient pas été pris en compte. Ça, c'est clair. Et là aussi, nous souhaiterions avoir une transparence beaucoup plus forte. Et cet observatoire, d'ailleurs, des négociations commerciales doit rentrer dans le détail, à notre avis, beaucoup plus profondément que sur des moyennes par rapport à ces sujets. Ça nous éclairerait fortement, produit par produit. En tout cas, s'il y a la volonté politique, on a les moyens de le faire. C'est ce qu'on voit lorsque ce type d'observatoire se met en place. Sur les MDD, nous l'avions dit également, nous avions évoqué également les choses par rapport aux promotions. C'est aujourd'hui la preuve que la réglementation peut fonctionner à partir du moment où le sujet se retrouve dans son champ.
il s'est beaucoup parlé du SRP. Ben oui, il s'est beaucoup parlé de l'encadrement des promotions. À partir du moment où un sujet comme les marques distributeurs, qui sont de la fabrication à façon, n'est pas dans le champ, eh bien on voit le report. Donc l'efficacité, là c'est la preuve que l'augmentation du SRP et l'encadrement des promotions sont nécessaires. Sauf comment on fait par rapport aux MDD qui sortent de ce champ et qui effectivement sont utilisés, et là-dessus par les distributeurs, pour continuer la guerre des prix. Et là il y a un champ qui n'est pas dans le radar, et c'est un vrai souci aujourd'hui par rapport au sujet qui nous préoccupe. Merci, voilà. Merci, monsieur Bénissé. Monsieur de Prunelé du mouvement Leclerc. Oui. Le SRP, ça s'applique aussi au MDD, monsieur. Les MDD ne sont pas exclus du champ de l'application de la loi. Les MDD sont concernés. Tout de définition. Enfin, quand on fait faire à façon, il y a d'autres moyens de pression. Avant, on n'est plus dans un commerce traditionnel où on achète le produit. Je vais répondre à ces questions. Alors sur les renégociations, la question apparemment se focalise un peu sur le port. C'est évident qu'on est tous en train de renégocier sur le port parce que le marché du port connaît une situation qui est totalement atypique. Donc on est tous en train de renégocier. Les hausses tarifaires c'est illustratif, je pense. sont demandées pour le mois de juin. On va arriver à finir les négociations de revalorisation avec l'industrie charcutière dans les jours, dans les semaines qui viennent. Je vous signale quand même un petit effet pervers, c'est que cette explosion du prix du porc rend plus difficile la contractualisation et le respect des contrats. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que les organisations de producteurs, évidemment, sont tentées de profiter de cette espèce d'appel d'air formidable qui est le marché chinois pour vendre leur production en Chine plutôt que de respecter les engagements de volume dans le cadre de la contractualisation. Donc c'est un effet un petit peu pervers, qui n'est pas fondamental, mais qui est un peu un effet pervers. C'est-à-dire qu'au moment où on cherche à développer la contractualisation sur des engagements de volume et dans des tunnels de prix garantis aux producteurs, cette explosion du marché du porc fait que les producteurs sont beaucoup moins enclins à s'engager dans des contrats qui comportent une part de contrainte. Donc je voulais vous signaler cet effet un petit peu pervers. Sur les PME et les multinationales, je dirais que ma réponse était dans ma première réponse, c'est-à-dire que la différence de taux d'inflation que nous avons accordé aux achats, aux producteurs, aux multinationales et aux PME répond, c'est-à-dire que c'est du simple au double. Je parle toujours sur 2 ans et c'est une moyenne dont je reconnais qu'elle n'est pas totalement fiable pour l'analyse, mais enfin c'est une moyenne. Donc c'est du simple au double. Ça veut dire en effet qu'on a accordé 2 fois plus d'inflation aux PME qu'aux multinationales. Alors ça veut dire aussi qu'il y a un volontarisme de notre part, puisque les PME travaillent pour l'essentiel, pour ne pas dire pour la quasi-totalité, des produits d'origine française. Donc évidemment, ça se retraduit dans ce différentiel d'inflation. C'est-à-dire que nous avons accordé plus d'inflation aux MDD fabriqués par des PME sur des produits d'origine française que sur les multinationales, dont les cours de matières premières sont en effet très fluctuants. Donc voilà, je pense que c'est la réponse. La deuxième chose qu'on peut dire sur les PME, alors, très vite. mais Jacques Cressel l'a indiqué, c'est que les PME créent des produits, ou plutôt les produits des PME aujourd'hui créent plus de valeur et tirent plus la croissance que les produits des multinationales. Donc tout naturellement, ils sont mieux rémunérés. Le tout de savoir où est la valeur. La parole est à M. Amirault, président Amirault. Monsieur Raison, concrètement, le relèvement de 10% du SRP n'a pas les mêmes effets en fonction de la taille des entreprises. Je dirais même que le relèvement du SRP permet un discernement en faveur des multinationales, des grandes marques, et ce qui nuit en conséquence aux marques PME. En effet, le SRP de plus 10%, majoré de 10%, redonne de la rentabilité aux enseignes sur les grandes marques qui se retrouvent en position de force pour négocier de plus grandes contreparties. Donc on dépend des autres
et tout particulièrement des marques PME. Donc pour nous, ça a eu des conséquences. Vous l'avez vu, mesdames et messieurs les sénateurs, dans le dossier qu'on vous a adressé par écrit. Les chiffres de Nielsen le montrent bien. Il y a un repli des ventes depuis le début de l'année des marques PME. Depuis l'entrée en vigueur de cette ordonnance, comme nous nous y étions inquiétés, nous l'avions dit, cette ordonnance va avoir des effets pervers à la fin de 2018. C'est un coup d'arrêt à la croissance donc, des ventes des PME, après une croissance ininterrompue, comme ça a été dit précédemment, depuis 5 ans. C'est donc un signal fort à considérer, avec attention, parce qu'à chaque fois qu'on manipule un petit peu, quelqu'un a parlé du thermomètre, on finit par provoquer des effets pervers sur l'ensemble de l'économie, et en l'occurrence sur les marques PME. Un autre effet perturbateur dans les relations commerciales, et qui n'est pas homogène en fonction des secteurs, c'est l'encadrement des promotions en volume. Parce qu'il faut être concret. Si l'encadrement en prix peut se comprendre politiquement pour lutter contre la guerre des prix à l'aval, en revanche, l'encadrement en volume a des conséquences négatives sur certaines filières qui se vendent structurellement, c'est comme ça, en promotion, à l'image des produits festifs comme le foie gras, mais bien d'autres. Et c'est des conséquences, concrètement, c'est que ça, pour ces secteurs-là, ça a conduit à des baisses de croissance importantes. Donc je crois que là aussi, il faut arrêter de jouer des apprentis sorciers avec la loi et en perturbant la vie normale des marchés et des affaires. Enfin, on constate... non, je ne vais pas aller plus loin, sinon je dépasserai mon temps. Pile, cher Président. Madame Le Floch de la coordination rurale, ensuite Monsieur Gentet. Alors, pas grand-chose à dire pour la première question, si ce n'est que je partage quand même la position de la FEF avec certainement un effet au bénéfice des grandes marques qui sont déjà bien positionnées en termes de volume en général. Pour ce qui est de la production porcine, puisqu'on en a parlé, moi je m'appuierai une nouvelle fois sur l'OFPM qui vient de sortir et dans lequel on peut analyser un des schémas dans lequel on voit les exportations en tonnes équivalent carcasse, donc de carcasse de porc qui quittent le pays en moyenne à 1,53 €. Donc à ce niveau-là, je repose la question de l'intérêt de toujours vouloir aller à l'international, puisqu'on sait qu'à ce prix-là, il ne faut pas espérer un bon prix pour les producteurs. Il y a aussi la tuerie, l'abattage. Et dans ce même schéma, quand on ramène les valeurs d'exportation à l'unité exportée, on se rend compte pour la saucisserie et différents produits transformés, qu'il y a 2 fois plus ou presque 3 fois plus d'importations à un prix que j'ai calculé à 3,86 €, alors que les exportations se font à 3,16 €. Donc là, je pense qu'il y a une question à poser et une analyse à faire auprès des industriels. J'ai fait quelques recherches. Et je retrouve en fait nos sociétés industrielles qui se développent à l'international. Et est-ce que c'est des cessions d'actifs et pour en fait diminuer un résultat ici, ne pas. Enfin, c'est une question et de recherche qu'il vous revient. Pardon, merci Monsieur Gentet d'Intermarché, ensuite Dominique Chargé. Merci Madame la Présidente. Alors vous avez raison Monsieur le Sénateur, techniquement ce n'est pas la loi Egalim sur l'exemple du porc que je donnais qui nous amène à raisonner ici, je parlais plus de la responsabilité et de l'état d'esprit des États généraux. C'est-à-dire de prendre des initiatives très tôt et d'en parler, certains diront, pour faire de la publicité, même si ce n'est pas très une bonne publicité que de dire nous allons acheter plus cher parce que le consommateur pense qu'on va vendre plus cher. Donc évidemment, je ne valide pas cet objectif de publicité, mais l'objectif est de générer un mouvement global sur le marché pour aller vite. Donc c'est ça en tout cas qui je pense, a changé depuis cette loi. Donc si on reprend cet exemple du porc, on confirme les chiffres et il n'y a pas de différence entre la marque nationale et la MDD puisque nous en sommes absolument au même point, c'est-à-dire on a quasiment finalisé ces négociations-là. En ce qui concerne les différences entre les PME et les multinationales, donc je confirme, oui, il y a bien, c'est une approche assumée d'Intermarché, il y a bien une différence. À la fois avec les entreprises multinationales ou PME d'ailleurs qui ont un lien avec le monde agricole
Et puis d'autre part, les multinationales qui n'ont aucun lien avec le monde agricole. Donc oui, il y a bien des différences de traitement. On le voit. Ce n'était pas votre question, mais je le souligne et je valide complètement les propos de Dominique Amirault. On voit dans nos volumes un risque à terme, avec certains effets pervers de la loi, sur les volumes et les parts de marché des PME dans nos linéaires. Enfin, d'une manière générale, je constate aucune différence de traitement entre les marques nationales et les MDD. Si, et ça je le confirme, il y a bien une approche hétérogène, c'est plus lié aux intervenants, à l'interprétation, à l'état d'esprit qu'ils peuvent faire des états généraux. Et oui, il y a des différences, et oui, il y a encore des différences de point de vue et des échanges dans les box où nous ne sommes pas alignés, mais c'est plus lié aux intervenants qu'à des catégories de produits, qu'au statut de marque nationale ou de MDD pour lequel, alors c'est peut-être lié à notre statut un petit peu particulier de producteurs et commerçants, peut-être, mais en tout cas à ce stade, on ne voit pas de différence à ce niveau-là. Merci. La parole est à Dominique Chargé, ensuite M. Panquio. Merci Madame la Présidente. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure et que je confirme sur l'hétérogénéité et l'amélioration de comportements et de pratiques qu'on a pu constater à l'égard de certains acteurs de la distribution. Je voulais simplement là, peut-être, constater effectivement et dire qu'un prix payé à un producteur est effectivement la moyenne de la somme des marchés de l'entreprise à laquelle il livre son lait. Et qu'effectivement, il est hors de question de demander à la distribution à un moment de tout supporter, mais il est hors de question aussi d'entendre que la distribution exige que le prix pratiqué sur ces produits soit celui versé au producteur, compte tenu qu'il ne représente pas la somme des marchés. Qu'on soit bien d'accord, ça marche dans les deux sens. Et je suis prêt à ce qu'on en discute un peu plus si vous le souhaitez. Concernant le porc, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on est dans la même situation que le beurre il y a 2 ans. Et que les conséquences sont les mêmes et que les effets sont les mêmes. On a toujours autant de difficultés à obtenir des rendez-vous et à aboutir à des hausses qui soient représentatives du marché. Je le dis parce que j'ai visité des entreprises, certes ça fait déjà 15 jours, mais enfin peut-être qu'en 15 jours il s'est passé des choses, mais il y a 15 jours c'était ça la situation. La troisième chose, c'est que sur la question des MDD, moi ce que je constate, toutes nos entreprises coopératives, nous ne sommes pas sur du lait choisi, nous sommes sur du lait qui représente la totalité de la production de nos adhérents. Pour une coopérative, elle est en général fabricante de marques nationales, mais aussi de MDD. Et que dans les discussions qui ont eu lieu cette année, elles se sont faites avec une contrainte très forte sur les marques nationales en volume, au profit des MDD. C'est-à-dire qu'on a eu plutôt une réduction des volumes en marque nationale au profit des MDD. Je le souligne parce que c'est important et je reviens avec un engagement de la part de certaines enseignes dans les communications faites d'avoir des baisses de prix sur les MDD. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le détournement de la source du ruissellement parce que je pense qu'une partie du ruissellement qui n'est pas allé à la destination pour laquelle il avait été pensé ira à cette forme de concession faite pour redonner finalement aux consommateurs ce que seraient les conséquences de cette hausse du SRP. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi qu'on parle un tout petit peu de ça, parce que les MDD peuvent être les grandes... Même si je conçois et je suis conscient qu'elles ne font pas partie du périmètre des discussions dans les négociations annuelles, puisque ça concerne les marques, il y a quand même des effets collatéraux indéniables qui vont se traduire aujourd'hui par le fait qu'il y aura des propositions, il y a déjà des propositions de baisse de tarifs sur les MDD qui mettront de toute façon la pression sur les marques et qu'une des sources qui le permet est celle du ruissellement qui n'a pas eu lieu. Merci beaucoup, Richard Panquio pour l'ILEC et ensuite M. Giraud. Il me semblait qu'effectivement les questions de la mise en place des textes faisaient partie des questions à venir, et je pense que celle du SRP, de la majoration effective du SRP, et des péréquations effectives ou pas entre marque nationale et MDD est vraiment une question majeure et qui va d'ailleurs évoluer dans les mois qui viennent et qu'il faudra suivre. Par rapport aux questions de Monsieur Raison, en fait, Jacques Cressel l'a dit, en fait, les textes étaient déjà en place pour permettre la renégociation en cours d'année, donc je ne pense pas que les textes Egalim aient changé fondamentalement les choses.
En fait, ce qui fait la différence, et c'est une spécificité française, et ça je le dis vraiment très clairement, c'est que en France, on a du mal, et M. Chalmin le dit régulièrement, on a du mal à adapter en fait les prix, à refléter en fait les évolutions de prix de marché dans les négociations. Moi, j'ai des exemples qu'on me citait où on me disait en Allemagne ou en Angleterre ou en Suisse, des marchés qui sont très concentrés, hein, où le taux de concentration de la distribution est au moins égal, voire supérieur à celui de la France. Vous avez une augmentation sur une matière première, que ce soit le lait, que ce soit l'huile d'olive, elle passe. Elle passe, j'ai envie de dire, sans discussion. J'ai des exemples en tête où on me disait, il y a 2 ans sur un marché, en Allemagne, on a pris 17% d'augmentation de tarifs liés à des envolées de matières premières, quand dans le même temps, en France, on prenait 4%. Sur la base des mêmes sujets, des mêmes matières, des mêmes équations. Donc on a un problème qui n'est pas légal, là. On a un problème de comportement, on a un problème de schéma de négociation. Je ne sais pas comment on le transforme, mais du coup ça induit plein d'effets pervers. Parce que, à l'inverse, quand il y a effectivement des baisses de matière, vous imaginez bien que les industriels ne se précipitent pas pour les renégocier chez les distributeurs. Et c'est aussi peut-être un problème. Mais en fait, on travaille sur des mécanismes qui sont faussés, qui sont biaisés et qui induisent des effets pervers de part et d'autre, je pense. Après, sur les matières premières, pour terminer, quand même, sur ce point-là, je veux bien qu'on parle des matières premières qui ont précisément baissé cette année et qui expliquent des baisses de tarifs ou de prix net. Mais quand on regarde en fait sur les 5 ou 6 dernières années, on est en déflation constante de 6, 8, 10% et on ne peut pas l'expliquer par les matières premières. Donc il y a un moment où il ne faut pas se focaliser sur ce qui s'est passé à un moment donné, il faut quand même regarder dans une perspective plus générale. Sur les différences de critères, différences de taille, moi je remercie monsieur Prunellet parce que entendre les chiffres que vous citez, monsieur, c'est courageux, c'est assumé. Et en fait, la discrimination qui dit plus 8 pour les PME et plus 4 pour les grandes marques, j'achète. J'ai pas trop de problème par rapport à ça. J'ai un problème quand c'est moins 2 d'un côté et 0 de l'autre, ou moins 4 d'un côté et moins 1 de l'autre. Alors là, le problème que j'ai, c'est que les chiffres que vous citez, monsieur, j'ai du mal à les réconcilier avec les miens. Mais ça, c'est vraiment un sujet dont j'aimerais parler, si c'est possible, en off. Mais encore une fois, le discernement pratiqué dans ces conditions-là, je pense qu'il peut être vertueux, il est productif pour tout le monde, quoi. Voilà. Merci. Et monsieur Giraud. Merci. Sur la question concernant la renégociation, j'allais dire en préambule, il me semble que déjà si on repartait, je vais repartir un petit peu de ma prise de parole de tout à l'heure, si on sortait de l'idée du ruissellement et qu'on allait vers une formation du prix en marche avant, je ne vais pas dire que la renégociation serait moins urgente, mais en tout cas si on arrivait à avoir des prix, si on prend l'exemple du porc, couvrant les coûts de production, en tout cas établis à partir des coûts de production des éleveurs et des éleveuses, l'enjeu de la renégociation serait moins urgent dans le contexte pour les paysannes et les paysans. De la même manière que et l'exemple du porc est le bon, que le fait, même si ça rentre pas exactement dans nos discussions d'aujourd'hui, mais le fait d'avoir une dérégulation totale des marchés et une volatilité des prix sur le marché du porc, comme on le voit bien, participe à cette destruction de valeur et à ce besoin de renégocier souvent et rapidement. Sur les MDD, j'allais dire, on n'a pas forcément beaucoup, encore une fois, d'éléments concrets pour pouvoir répondre à ça. Nous, juste, c'est quelque chose qui nous interroge et sur laquelle on verrait bien avancer des éléments de contrat tripartite en chaîne, comme ça avait été soulevé dans les débats des États généraux de l'alimentation, avec encore une fois, formation du prix à partir des coûts de production des éleveurs et des éleveuses. Et juste pour éclairer un petit peu l'hétérogénéité et les différences qu'on peut avoir, les différences de traitement qu'ils peuvent avoir dans différents secteurs, je vais repartir sur l'exemple du lait où a priori ça se passe bien, mais on voit, si on prend l'exemple du lait sans OGM dans la formation du prix au sein de l'interprofession, on n'arrive pas à avancer au sein de l'interprofession sur un coût de production couvrant la hausse de coûts de production nécessaires à la fabrication, enfin en tout cas à la production de ce lait sans OGM. Donc ça prouve bien l'inefficacité de ce fonctionnement-là en tout cas. Et le deuxième exemple, qui est toujours sur le lait, où on explique que ça se passe bien, mais une coopérative qui rachète un producteur privé dans les monts du Forez, secteur de montagne, et qui cherche à imposer
une baisse de 40 € des 1000 litres à ces producteurs, sachant qu'ils sont sur des marchés porteurs de fabrication de fromage. Et ça, c'est des faits qui sont concrets et qui se sont passés en plein débat des États généraux. Très bien. Dernier tour après la question d'Anne-Catherine Loisier. Si, Madame la Présidente, moi je voulais également remercier l'ensemble des participants de se livrer à cet exercice éclairant de débat direct. Donc on l'a beaucoup dit, dans la théorie, le SRP plus 10 devrait redescendre en cascade vers les agriculteurs. Depuis la mise en œuvre de ce SRP, nous observons donc les différentes pratiques commerciales, notamment dans les grandes surfaces. Et nous avons eu dernièrement un exemple qui nous interroge, c'est celui des producteurs français de fraises, de la variété Gariguette. Donc certains distributeurs utilisent chaque année ces fraises pour en faire bien évidemment un produit d'appel quand l'été approche. Ils les vendent donc alors au seuil de revente à perte, à savoir en moyenne 1,99 € la barquette. En tout cas, ça devrait être la logique. Avec la revalorisation du seuil de revente à perte de 10%, ces mêmes barquettes auraient dû se retrouver cette année à 2,19 € la barquette. Il s'avérerait que certains auraient maintenu le prix de vente au consommateur à 1,99 € la barquette, comme l'année précédente donc. Et auraient donc maintenu ce prix qui intègre une revalorisation obligatoire de 10%, conformément donc à la loi. Cet exercice, ils ont pu le pratiquer en durcissant en fait les négociations avec les fournisseurs. Et donc au final, la hausse de ce SRP plus 10 se serait traduite, dans ce cas en tout cas précis, par une baisse du prix d'achat aux producteurs. Plus globalement, il suffit aujourd'hui de parcourir les catalogues des distributeurs pour constater de multiples formes d'annonces promotionnelles nouvelles. Cela a été évoqué. D'une part, les prix sont annoncés en baisse pour les produits sous MDD. Certains d'entre eux allant d'ailleurs jusqu'à des baisses de prix sur près de 5000 références MDD en 2019. Et d'autre part, les remises sont attribuées sur les cartes de fidélité pour des produits de grandes marques, le plus souvent avec un montant de 10%, ce qui rappelle tout de même étrangement le niveau de revalorisation du SRP. Nous nous interrogeons donc sur la nature de ces nouvelles pratiques commerciales. Correspondent-elles bien à l'esprit et à la lettre de la loi Egalim? La question est donc directe. Compte tenu de ces nouvelles pratiques commerciales, la hausse du SRP bénéficie-t-elle aux producteurs comme prévu par la loi? Et peut-être pour coller à l'avancée des débats, puisqu'on nous parle d'hétérogénéité, peut-on et comment l'orienter, cette hétérogénéité, de manière vertueuse dans l'esprit donc de cette loi Egalim? Et ça pose naturellement le problème des nouvelles formes de promotion et des formes détournées ou pas, mais en tout cas nouvelles formes de promotion. Monsieur Cressel, c'est vous qui démarrez. Merci Madame la Présidente. Sur les 3 ou 4 questions que j'ai notées, le premier sujet sur les fraises est un sujet bien connu, qui est d'ailleurs un sujet de prix psychologique qui se pose chaque année, qu'il y ait SRP ou pas. C'est un sujet sur lequel un travail est en cours à Interfel, parce qu'on voit bien que c'est un des cas où le SRP pose des difficultés techniques tout à fait claires, s'agissant de produits dont vous savez très bien qu'ils sont extrêmement météosensibles, avec une compétition extrêmement forte avec d'autres pays, que ce soit l'Espagne ou la Belgique, avec parfois des récoltes qui arrivent en même temps. Donc c'est un sujet très particulier. Ça, Très franchement, ce n'est pas le sujet qui emporte globalement qui peut emporter une appréciation globale sur le sujet du SRP. Encore une fois, c'est un sujet qui est en cours de règlement et il ne faut pas lui accorder une importance aussi forte que cela. Sur les promotions, les choses sont... Non, mais bien entendu, mais on peut tout... Attendez, on a eu l'occasion d'en discuter sur le sujet avec Daniel Sauvêtre, avec l'ensemble des présidents. On sait très bien qu'ils vous ont encore vu d'ailleurs hier soir pour vous en parler, donc on s'attendait bien à cette question. Et donc rassurez-vous, ils nous préviennent même quand ils viennent vous voir pour vous poser la question. Nos agendas, mes chers collègues, sont en ligne. Les donc choses ne sont nous tout à fait claires. pas. Ça prouve à quel point nous travaillons bien avec eux justement pour régler ce problème. Et d'ailleurs, ils sont tout à fait désolés de voir que ce petit sujet, comme ils nous ont dit, très important pour un certain nombre de producteurs, donne le sentiment
que c'est le sujet majeur du SRP qui se pose. Encore une fois, c'est un sujet précis, concret, qui est en train d'être réglé, mais qui est un sujet de prix psychologique et pas un sujet autre que celui-là. Sur les promotions, les choses sont tout à fait claires. Il n'y a aucune nouveauté en matière de promotion. Tout ce qui est fait est aujourd'hui strictement conforme aux règles directrices qui ont été publiées par la DGCCRF, et il faut les en remercier de manière extrêmement précise. Il y a, dans ce qui était évoqué, des prix qui ont monté, des prix qui ont baissé, des promotions qui se sont moins faites, d'autres promotions qui se sont plus faites sur des produits non alimentaires, dans un contexte que je vous rappelle, parce qu'il est quand même important sur un plan politique, c'est qu'aujourd'hui, la première préoccupation des Français, c'est l'augmentation des prix alimentaires. Et je pense qu'en tant que responsable politique, c'est naturellement quelque chose qui vous importe au premier plan et qu'il faut toujours garder à l'esprit dans tout ceci. Encore une fois, l'ensemble s'est appliqué avec les effets pervers. Je rejoins tout à fait ce que disait Dominique Amirault sur les effets négatifs qu'il peut y avoir sur les PME et notamment sur les produits festifs et saisonniers. Je rappelle que nous n'étions pas demandeurs. Dernier point, simplement pour vous rappeler qu'il y a quand même l'article essentiel de la loi Egalim dont on n'a quand même pas parlé jusqu'à maintenant, qui est l'article 1 sur l'inversion de la négociation, qui est celui sur la prise en compte des coûts de marché. C'est quand même extraordinaire de voir que ce sujet-là n'a pas été mis en place. Et c'est ça le problème majeur de la loi Egalim aujourd'hui. Monsieur Giraud, on a parlé, je ne suis pas sûre. Merci, Monsieur Cressel. Madame Chapalin pour l'ANIA. Merci. Pour répondre à votre question, on a tous le sentiment aujourd'hui que le compte n'y est pas. Maintenant, on est en CDD sur cette loi, ou même plutôt en période d'essai. Et l'objectif, c'est de savoir comment on la transforme en CDI et comment on y arrive tous à retrouver l'état d'esprit qu'on avait au début des États généraux de l'alimentation. Pour nous, il y a 3 conditions. D'abord, c'est de rééquilibrer la relation. On est encore loin du compte. Comment imposer la confiance et comment imposer le respect? Pour nous, ça passe par le respect du tarif du fournisseur. Je crois que ça a été dit plusieurs fois autour de la table. Lorsqu'on est tous d'accord là-dessus, c'est le nerf de la guerre. C'est là où il faut porter nos efforts. Ensuite, il faut évidemment une loi qui soit respectée, qui soit contrôlée et qui soit sanctionnée pour faire changer les mentalités. Il faut que les pratiques vertueuses, et il y a des pratiques vertueuses de la part de la distribution, soient plus récompensées que les pratiques qui ne sont pas vertueuses. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les sanctions sont beaucoup trop faibles par rapport aux mauvaises pratiques. Et enfin, peut-être une ouverture, c'est organiser un droit de suite des EGA pour essayer de retrouver le dialogue positif qu'on avait eu il y a maintenant 2 ans, se remettre autour de la table avec un seul objectif qui est de recréer de la valeur et de stopper la guerre des prix. On a tous conscience ici, je pense, que nos destins sont liés et que finalement nous avons une responsabilité collective au-delà de la loi, nous avons une responsabilité collective. Et je pense aussi qu'on est tous d'accord, enfin j'espère en tout cas, que le prix le plus bas sur les produits alimentaires n'est pas le prix le plus juste, et c'est le combat que nous devons tous avoir. Merci Madame, vous avez compris que c'est ce que nous essayons de faire, ce droit de suite voilà, sur la loi Egalim. Monsieur Bénézy, la FNSEA. Oui, par rapport à ce que vient de dire Monsieur Cressel, moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il n'y a pas que le SRP dans cette loi. C'est pour ça que je ne vais pas causer uniquement du SRP. D'ailleurs, on a déjà dit ce qu'on en pensait. On voit ce qui échappe à quelque part à ce qui est réglementé, on va dire le commerce normal. Ben, on voit qu'il y a un sujet sur les MDD qu'il faudra bien travailler, qui n'est pas dans le champ de la loi. Donc la logique serait plutôt de voir comment on peut améliorer cette loi et quels ont été les trous dans la raquette. Et un des premiers, et d'ailleurs vous illustrez de pas très bonne manière dans les interprofessions, notamment sur le premier sujet, qui est la validation des indicateurs de coûts de production, parce que c'est bien de là où les choses doivent commencer. Et là, je vous rejoins, c'est la formation du prix, c'est effectivement par le début, parce qu'effectivement, on a tendance à se contenter de peu. Lorsqu'il y a des initiatives qui font que sur la partie achetée, et pas la partie exportée, sur le lait, on est à 370, alors que le coût de production est à 396, sur seulement une partie du lait, oui,
c'est de la pub. C'est surtout de la pub lorsque, parallèlement à cela, 250 références en marque distribution sont mis en publicité en disant « Venez les acheter chez nous, c'est moins cher, on baisse les tarifs sur 250 MDD ». C'est la même enseigne qui le fait. Je ne vais pas la citer pour mettre personne mal à l'aise, puisqu'on pourrait avoir... Je pense qu'on l'a repéré. On pourrait avoir des exemples pour les uns ou les autres. Donc oui, il y a eu, par les effets des EGA, la volonté des enseignes de dire « Attendez, on fait un effort », mais sauf que les choses ne se passent pas exactement comme ça. Et tant qu'il y a une BA sur une chose, eh bien, les choses se passent un petit peu moins bien sur le reste. Donc il y a malheureusement un effet, une volonté des acteurs et notamment de la distribution de contourner ce qui a été mis en place. Donc ça suppose que les autorités publiques doivent revenir sur ce qui a été peut-être un petit peu oublié dans ces lois. On a parlé des indicateurs coûts de production. On ne peut pas laisser les interprofessions planter au milieu du gué lorsque une de ces composantes bloque un indicateur. Il y a peut-être des choses à améliorer sur les aspects renégociation. Nous, on voit surtout les choses en disant c'est pas bon. Enfin, est-ce qu'elle est bonne cette loi ou pas bonne? Non. S'il y a des choses qui n'ont pas été jusqu'au bout, il faut les améliorer, il faut aller au bout et il faut servir de cette expérience pour aller au bout parce que les producteurs de toute façon ne peuvent pas attendre. Et puis aussi, quand même, entre parenthèses, il faut que la puissance publique fasse appliquer déjà les parties de loi qui sont nécessaires. Je rappelle qu'il y a des ordonnances prises abusivement bas, il y a des choses qui sont déjà actées, et il y a des contournements qui sont déjà sanctionnables. Tout le monde ne respecte pas les règles qui ont été établies. Merci Monsieur Bénézy. Monsieur de Prunelé pour le mouvement Leclerc. Oui. En quelques mots, donc, si vous le voulez bien, je ne vais pas revenir sur le problème de la promotion sur les fraises, parce que pour une fois que nous ne sommes pas désignés comme le mauvais élève, je trouve ça plutôt réconfortant. Donc je vais en profiter pour ne pas en parler. Un petit regret quand même, c'est que les consommateurs ne soient pas représentés dans notre assemblée, sauf à considérer que c'est nous qui les représentons. Mais voilà, c'est quand même l'essentiel, parce que au bout de tout ça, il y a quand même des consommateurs. Donc ils ont peut-être quand même leur mot à dire aussi sur les conséquences de la loi Egalim. Peut-être que ce serait intéressant de les entendre. Merci de votre sur la baisse sur les MDD, je rappelle simplement, puisque nous sommes, je crois, les premiers à l'avoir annoncé, et nous le revendiquons, nous l'assumons. Elle porte sur 4500 références, mais elle est hors produit agricole. La baisse que nous assumons sur les MDD est hors produit agricole. Donc je tenais à le rappeler. Alors, puisque j'ai commencé ma première intervention à citer des chiffres, je vais vous donner quelques chiffres que j'ai tirés d'une simulation. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, grosso modo, on estime que le SRP plus 10, ça rapporte à la grande distribution 650 millions. Voilà. La FNSEA, je crois, parlait de 600. Donc moi, je suis parti sur 600. Et donc, à partir de notre part de marché, j'ai calculé ce que nous étions censés absorber comme marge supplémentaire. Sur le ruissellement, les estimations que je peux vous donner, c'est que 70% de cette marge supplémentaire a été redistribuée aux industriels et aux transformateurs de l'agroalimentaire sous forme d'inflation. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On considère qu'environ 20% a été redistribué aux consommateurs sous forme de baisse des prix des MDD non alimentaires, et ces baisses de prix sont financées sur notre marge, et j'insiste bien, sont financées sur notre marge des MDD et non pas sur le résultat de renégociation avec les fabricants, j'insiste bien. Et enfin, 12% de ce ruissellement va à l'État sous forme de TVA. Donc l'État n'est pas oublié. Il touche 12% grosso modo de TVA, donc il est aussi un des bénéficiaires du ruissellement. Enfin, juste une dernière observation. J'ai entendu 2-3 fois parler de la primauté des tarifs en disant en fait il faudrait revenir à la non-négociabilité des tarifs. Ça s'appelait la loi Galland. Je ne sais pas si autrefois vous vous souvenez de la loi Galland. C'est quand même la période où les prix en France étaient les plus élevés de toute l'Europe, de plus 10%. C'est la période des marges arrières.
Moi, je ne sais pas si on souhaite revenir à la loi Galland. En tout cas, nous ferons tout pour éviter de revenir à cette loi néfaste. Merci, Monsieur de Prunier. Monsieur Amirault, pour la FEF. Je ne vais pas revenir sur ce que je viens de dire sur le SRP et l'encadrement des promos en volume, hein, qui ont des effets pervers. Je ne reviens pas là-dessus. Nous avons reçu des PME d'ailleurs, ici au Sénat. Voilà. D'accord. Alors, concernant l'encadrement des promotions, plusieurs fournisseurs PME nous ont alertés sur le fait que les seuils promotionnels, vous savez, les 25-34% prix-valeur, hein, à ne pas dépasser, sont devenus progressivement la norme. Donc, alors que ces mêmes fournisseurs avaient un plan promo plus faible que dans le passé. Donc, c'est un peu inquiétant. C'est une dérive. Hein, bon. Donc, ça va à l'encontre, en plus de l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Donc, il faut le signaler. Bon, en conclusion, moi je pense qu'il y a beaucoup de réglementations, il y en a sans doute trop. Il faut sans doute simplifier les choses, les rendre plus compréhensibles, d'autant plus que les PME ne savent pas gérer la complexité, elles ne sont pas armées, elles n'ont pas les structures pour ça. Donc il vaut mieux des choses simples, et que le gendarme joue son rôle, mais arrêtons de vouloir tout réglementer et d'être complètement déconnectés de la réalité du terrain. Moi ça c'est vraiment... parce que ça devient pour les PME un véritable handicap compétitif pour notre développement. Donc, ça, c'est un point que je voulais souligner. En ce qui concerne les MDD, je voulais dire un mot. C'est vrai que pour nous, c'est important, cette discussion sur les MDD. Pour les enseignes, il y a deux manières de se différencier. Il y a les marques PME et il y a les MDD, dont 80% sont fabriqués par des PME. Donc, il ne faut pas faire la guerre des MDD. Je pense qu'il faut essayer de bien réfléchir globalement là-dessus. Je reviens sur le tarif. Je fais une distinction entre le tarif qui correspond à tous les coûts que nous devons supporter en matière de fabrication, de transformation, de commercialisation, d'innovation, enfin bon, tous les coûts et la création de valeur par l'innovation, etc. Et ça, c'est pas négociable, c'est notre positionnement stratégique. Il faut bien qu'on puisse répercuter, comme je disais, ces coûts. Si on veut en contrepartie, il faut qu'on puisse les facturer. Si en contrepartie, on veut pouvoir améliorer la rémunération, notamment des acteurs de la filière. Il n'y a pas que les agriculteurs, il y en a d'autres. C'est donc pour pouvoir passer l'amélioration des rémunérations, il faut qu'on puisse passer nos tarifs. Ça, c'est pas négociable, c'est notre positionnement stratégique. Un Veuve Clicquot ne se vend pas le même prix qu'un champagne, un vulgaire champagne. Si on les met tous au même niveau, comme si on était tous des clones, mais il n'y a plus de différenciation possible. Donc le tarif fait partie du mécanisme de création de valeur. Donc c'est un point important. Derrière ça, une fois que vous, distributeurs, vous avez référencé ou pas accepté de référencer la marque, si vous l'avez référencé, il faut se donner les moyens que le courant d'affaires entre nous puisse se développer. Et ça, ce qui est négociable, c'est les conditions de vente. Hein, ne faisons pas la confusion entre les deux. Et c'est la différence entre le tarif et les conditions de vente donne le prix convenu. Mais il y a une confusion constante depuis la LME et il n'est pas question de revenir à la loi Galland. Ça sera encore obscurcir le débat de façon inutile. Voilà pour ce premier bilan de la loi Egalim, cette loi sur l'agriculture et l'alimentation, bilan qui a été effectué par la Commission des affaires économiques du Sénat, ainsi que par le groupe de suivi qui a été mis en place. La présidente de la Commission des affaires économiques, Sophie Primas, a confirmé que des points d'étape seraient d'ailleurs organisés régulièrement avec les professionnels concernés pour relever les points positifs, mais aussi les difficultés rencontrées par les acteurs afin de proposer au plus vite les correctifs nécessaires. Et compte tenu des premiers retours, eh bien ces correctifs, ils apparaissent indispensables, a-t-elle d'ailleurs ajouté. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les tables rondes et toutes les auditions sur notre site publicsena.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.